Et pire que ça, le pergélisol est en train de fondre, donc ce qui fait qu'on dégage encore beaucoup de gaz à effet de serre sous forme de méthane dans l'atmosphère. Ça cause des problèmes qu'on peut voir ici en Sibérie, mais on en voit aussi dans le nord du Canada et dans le nord du Québec. Ça, c'est une explosion qui a eu lieu dans la péninsule du Yamal, en Sibérie, excusez-moi, je vais reculer. Le diamètre, là, on en a même découvert un de 1 km de diamètre. C'est du méthane qui a explosé sous terre parce que le pergélisol a fondu. Évidemment, ça a dégagé des petites bulles, des petites bulles, des petites bulles. À un moment donné, c'est devenu comme trop fort, trop gros, puis il fallait que ça sorte parce que le méthane, c'est un gaz. Une fois sous pression, sous terre, il faut qu'il trouve une voie de sortie pour arriver dans l'atmosphère. Et il l'avait trouvé, tout un trou. Et il y en a d'autres comme ça. Et si on regarde la température planétaire depuis le début des mesures météorologiques, on peut voir que c'est à peu près zéro en 1880. Eh bien, on a dépassé le 1 degré centigrade, 1 degré Celsius en 2014, 2015. Puis en 2016, on prévoit qu'on va atteindre 1,4 degré. C'est vraiment, ça monte vraiment vite ces années-ci, à cause, il faut le dire, de El Niño. Mais si on regarde le El Niño de 98, on était quand même beaucoup plus bas que maintenant. Et si on regarde la température annuelle en 2015, c'est assez intéressant de voir qu'il y a des zones où on est sous les moyennes. Ce sont les zones ici, là, de Québec, là, le nord du Québec. À certains moments, il y a un vortex polaire qui est respiré là. Je ne sais pas si vous voulez présenter, je pense que c'est la prochaine. Comme on peut le voir ici, ça c'est incroyable. Ici, on a le centre du continent, qui est à moins 20 degrés Celsius sous la moyenne. Et ici, on a le nord du continent, l'Alaska. On a aussi une partie de la Sibérie, qui est à plus 20 degrés, pratiquement au-dessus de la moyenne. Donc, c'est comme si le pôle s'était déplacé, le pôle avait perdu sa place. Donc, il y a des désordres météo qui se font déjà sentir avec 1 degré Celsius de réchauffement planétaire. Donc, il faut imaginer ce que ça va être quand ça va être 2, 3 puis 4 degrés Celsius. Excuse, je veux juste revenir à... Oui. Je suis pas sûre d'avoir bien compris. C'est-à-dire que c'est la température qui a vis-à-vis de notre continent dans la Terre? Non. Ce qui arrive, c'est que si on regarde, il y a des zones qui sont beaucoup plus froides cette journée-là. Okay. C'est pour la journée du 18 novembre 2014. Oui. C'est comme une donnée météo mondiale. Et là, on peut voir que cette zone-là est à peu près à 20 degrés sous les normales, et celle-là est à 20 degrés sur les normales. Et 40 degrés, habituellement, on n'a jamais un écart comme ça en moyenne. Jamais. Souvent, nous, on est au sud du Québec, Montréal, puis on se dit, il fait plus froid à Anchorage, en Alaska. Mais ces journées-là, c'était complètement le contraire. Il faisait beaucoup plus chaud à Anchorage qu'à Montréal. Ou même que quasiment on a des mois aux États-Unis. C'est juste pour vous montrer ça. Là, on n'a pas les données en température, mais on a des anomalies de température, mais on peut très bien faire autre phénomène qu'on commence à ressentir avec 1 degré Celsius, c'est le phénomène qu'on appelle du réchauffement mortel, je ne sais pas comment le dire autrement. C'est que le corps humain n'est plus capable de se refroidir à partir de 35 degrés Celsius et 100% d'humidité. On le sait très bien, plus il fait humide, on parle du facteur Blex, plus on a chaud, puis plus on n'est plus capable, on n'a plus de courage pour travailler, etc. Mais 35 degrés Celsius et 100% d'humidité, ça arrive de plus en plus souvent. Et il y a même des secteurs autour de la mer Rouge où pendant plusieurs semaines l'année dernière, on était dans une zone qu'on appelle fatale. Autrement dit, même avec du vent, etc., tu ne peux pas t'en sortir. Si tu te mets le nez dehors, tu n'en as plus que quelques heures à vivre. Bon, ça ne guette pas le Québec pour demain matin, là. Je ne veux pas vous faire peur avec ça. Mais la migration de ces pays-là vers d'autres pays, on parle de la Syrie, on veut parler d'autres problèmes internationaux, on peut parler de l'Inde, du Pakistan qui vont être sous l'eau, mais je veux dire, les problèmes de température, ça va causer des migrations. Parce que on ne peut pas faire en sorte de cultiver dehors à l'air climatisé. Là. Il y a des choses, on ne peut pas
pêcher dans l'océan à l'air climatisé. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Et ce qui est prévu, si on brûle le carbone, oui, le pétrole, le gaz et le charbon, juste les réserves des compagnies. Les réserves des compagnies ont des réserves, qui sont copiées en bourse. Si on brûle ce qu'ils ont, voici l'augmentation de température. On est à l'ordre de 1 degré présentement. Eh bien, en 2300, on sera à 10-12 degrés, selon les différents modèles climatiques. Là. Mais c'est juste pour vous dire qu'on se dirige là, vers des 2, 4, 6. Tu sais, au début, Greenpeace n'osait pas dire 4 degrés. Tout à coup, on dit oui, 4 degrés. Là, maintenant, Greenpeace parle de 6 degrés. Et il y a beaucoup de climatologues qui parlent de 10 degrés Celsius. 10 degrés Celsius à l'échelle de la planète, ça veut dire pour le Québec, sur les terres fermes, 20 degrés Celsius, ce qui veut dire que pour la partie nord du Québec, 25 degrés Celsius au-dessus de la moyenne. Et c'est ce qui est représenté ici. On peut le voir, là, tout ce qui est ici en haut, c'est 20 degrés au-dessus de la moyenne. Ici au Québec, on est ici, on est autour de peut-être 15 degrés, à peu près 15 degrés au-dessus. Donc, autrement dit, si on a un mois de janvier à moins 5 degrés, le mois de janvier, là, il tombe à plus 10 degrés. Il n'y en a plus de pêche au poisson des genoux. Je ne veux pas vous décourager. Si on continue à consommer le pétrole, le charbon et le gaz naturel, c'est ce qui est prévu. Autre conséquence, c'est la montée des niveaux d'eau. Présentement, on peut voir que les niveaux d'eau ont évolué, ont changé beaucoup au cours des milliers d'années qui nous ont précédés. C'est une échelle qui part de 20 000 ans jusqu'à aujourd'hui. On peut voir que les niveaux d'eau ont varié depuis jusqu'à 120 mètres, combien on est? 130 mètres, jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, si on continue de brûler nos combustibles fossiles, il va y avoir comme une bosse ici nos émissions sont ici, il va y avoir une augmentation des niveaux d'eau. Cette augmentation des niveaux d'eau, ça va être plusieurs millimètres par jour. Je ne sais pas c'est quoi l'unité. Ici, c'est mètres par 100 ans. Mètres par 100 ans. Mètres par 100 ans. Mais chose certaine, c'est que si on regarde ici le niveau d'eau qui est prévu, c'est quand même 50 mètres. C'est 50 mètres. Ça, c'est les variations annuelles. Okay? C'est les variations. Parce que même si le niveau d'eau monte, il peut monter plus vite. C'est ça qu'on voit ici, le pic. Il va monter vite. Ils vont monter plus vite pendant ces années-là. Pendant l'année où nous, on va être là. Fait qu'autrement dit, si on regarde le début de l'Anthropocène, ici, on est dans une zone où ça va prendre quelques siècles, pour ne pas dire à peu près 2000 ans, pour stabiliser. Ça aussi, on est à peu près stable. Donc, sur 2000 ans, on aura augmenté d'environ 50 à 60 mètres. Qu'est-ce que ça va donner à Vatican? Parce que là, comme je vous l'indique ici, là, si on a 2 degrés, 4 degrés, 6 degrés Celsius, à 6 degrés Celsius, la plupart des gens disent que c'est soit 25, soit 50 mètres. Donc, ça confirme aussi l'autre graphique que je vous ai présenté. Si les glaciers fondent, c'est 80 mètres. Et ça ne tient pas compte de l'expansion thermique des océans. Par exemple, le Groenland, s'il fond, c'est 7 mètres. Comme il est à peu près certain qu'il va fondre complètement à partir de ce qu'on a déjà mis dans l'atmosphère, c'est pour ça que des gens comme James Hansen disent que 7 mètres, c'est le minimum. Ça va être plus que 7 mètres. Vatican, présentement, Vatican à 10 mètres. Là, vous allez reconnaître l'autoroute 40. On n'aurait plus de problème de plage. Non, la plage est rendue ailleurs. Elle est rendue ailleurs, votre problème. Non, mais c'est vos terres agricoles. Ce que je trouve vraiment dommage au Vatican, parce que je fais l'exercice pour plusieurs municipalités, c'est que vos terres agricoles y passent, mais pas à peu près. Ça, c'est à 20 mètres, si je ne me trompe pas. T'es plus là. C'est 30 mètres. Ça, c'est 30 mètres. Plus de taxes à payer. Ça, c'est 10 mètres. Ça, c'est 20 mètres. Et ça, c'est 30 mètres. Entre 20 et 30 mètres, vous allez voir aussi que entre 20 et 30 mètres, vous passez au-dessus de l'autoroute. Là, c'est vraiment Sainte-Geneviève qui est sous l'eau. Ça, c'est vrai pour nos petites localités ici, là, mais les problèmes vont se faire sentir de manière beaucoup plus cruelle à
York, à Miami, à Ah, c'est Paris, à Londres. Les gens sont en train d'imaginer des barrages pour essayer de contenir l'eau, mais ça va coûter des fortunes. On n'a probablement pas l'argent pour faire ces choses-là. Donc, le plus simple, c'est d'arrêter tout ça. Bon, si je résume maintenant, par rapport à l'éléoduc, le gazoduc, on évalue peu ou mal sa dangerosité. Les risques sismiques aussi. J'ai quand même vu dans la dernière version de TransCanada, dans leur dépôt consolidé du mois de mai, ils ont rajouté une page sur les risques sismiques. Ils ont dit que oui, il est vrai que dans la région de Charlevoix, il peut arriver des séismes de magnitude 6 et que sur une distance de 30 km, ça pourrait peut-être faire vibrer un petit peu mon oléoduc du côté sud du fleuve. Sauf que, d'après eux, ça n'aura pas d'impact. Mais ça, c'est un magnitude 6. Ça pourrait être presque 6. Oui. Il n'y a pas eu la dernière étude scientifique qui a été présentée par la QLPA lors du BAP où on parlait du grand dérangement de 1663. Oui. Oui. Et qui pouvait atteindre quel degré sur le... 8, peut-être 9. Mais de toute façon, rendu à ces échelles-là, je veux dire, quand tu dis que ce grand cataclysme-là a changé des montagnes de place, si ça devait arriver quelque chose du genre, c'est sûr que le léoduc va péter, mais je veux dire, il va y avoir d'autres choses qui vont probablement flancher. Donc, c'est un scénario à évaluer, mais en termes de probabilité, c'est à souhaiter que ça n'arrive pas dans les prochaines décennies, mais ça pourrait arriver quand même. Il n'y a rien qui l'exclut. Les risques d'affluement vertical, et ça, c'est sous-évalué parce que souvent, on ne tient pas compte des barrages. Puis on ne tient pas compte que les crues vont devenir de plus en plus soudaines et de plus en plus grandes. Et parfois, il va y avoir des débarques. Comme au printemps ou au mois de janvier, il va y avoir des débarques qui vont être vont occasionner des problèmes sur les berges des côtés. Le pire scénario qui a été établi sur la rivière Chemin, ça n'a pas convaincu personne. Je crois que même le maire de Québec n'est pas convaincu, c'est tout dire. Le maire de Montréal n'était pas convaincu par tout. Il y a probablement des endroits, ne serait-ce qu'à Trois-Rivières, où on pourrait imaginer pire scénario. Ensuite, en ce qui concerne les taux de récupération s'il y a un déversement, bien évidemment, on récupère très peu. Ça a été quand même démontré pendant le BAC. Les risques militaires ou des attaques terroristes, ça n'a pas été évalué, on n'avait pas discuté. Les gaz à effet de serre, à peine effleurés. Et dans la prochaine version du BAC, ça semble être exclu. Les risques sociaux sont passagers, mais ils sont quand même forts lors de la période de construction. Des emplois insuffisants, j'aimerais vous rappeler que ce n'est pas 30 emplois, mais c'est 15 emplois pour le Québec qui sont dans la version numéro 4 et dans la dernière version consolidée, c'est 15 emplois, plus que ça. Ils prétendent qu'on a un niveau de sécurité comparable aux autres modes de transport, oui. Ça dépend juste si c'est en termes de mortalité, en termes de quantité ou en termes de nombre d'incidents. Mais quand tu regardes d'un côté ou de l'autre, il n'y en a pas de gagnant. Que ce soit par train, que ce soit par oléoduc, c'est, on ne gagne pas, il n'y a rien à faire. Puis par camion, je pense que c'est injouable. Donc, vu l'état des chemins de fer, on peut dire comme gagnant. En plus, des fois, j'ai tendance à dire, oui, mais préférez le camion. On va les voir, on va le voir, le pétrole. On va se rendre compte de la quantité de pétrole qu'on utilise. C'est sûr qu'on en consommerait en même temps, mais je veux dire, il faut qu'à un moment donné, que les choses deviennent visibles. Oui, je termine. Oui. En ce qui sur la chose précédente, quand tu parles de niveau de sécurité comparable aux autres modes de transport, en faisant l'oléoduc Énergie Est, il va quand même y avoir le train, il risque quand même d'avoir des camions. Donc, si on se sert de l'oléoduc comme argument pour dire que c'est plus sécuritaire que les autres vont être en fonction quand même, non? Les autres vont demeurer, et c'est certain que selon les compagnies, selon l'endroit où on doit livrer, justement, les grands ports, c'est sûr, vont être probablement approvisionnés par des pipelines de fort diamètre, mais les trains entre certaines localités, ça peut être bien pratique parce que le réseau ferroviaire est déjà là et ça coûte moins cher faire un terminal ferroviaire qu'un terminal portuaire ou d'autres infrastructures reliées à des gazoducs, des oléoducs.
Bon, ok, je termine pour pouvoir aussi poser vos questions. Juste pour conclure, vous signalez que l'oléoduc Énergie-Est, ça va être une infrastructure majeure sur votre territoire. C'est sûrement la plus majeure des majeures, mais elle va être enfouie et on ne la verra pas. Il y a une responsabilité climatique qui est associée au passage de ce pipeline-là dans votre localité. Elle doit être probablement au nombre de personnes, elle doit être limitée au nombre de personnes de Batiscan, mais quand même, vous avez une décision morale, celle de permettre de vous opposer, de faire un peu de trop, de faire beaucoup de trop, etc. Mais il y a quelque chose de moral que vous devez quand même décider quand vous allez devoir en parler, ne serait-ce qu'à votre voisin. Il faut se dire, oui, mais moi, je suis de quel côté, là? On ne peut pas dire, oh, moi, je suis pour ou je suis ni pour ni contre, comme on l'a entendu dernièrement. Il faut prendre une décision. Si on est pour, il faut vraiment assumer les gestes et les conséquences à long terme. Et si on est contre, il faut pouvoir l'expliquer et l'exprimer clairement. Et à long terme, moi, j'en vois pas vraiment. Sinon à long terme, j'en vois pas. Peut-être quelques emplois, je dirais peut-être la cantine sur le quai, je veux dire, c'est pas longtemps, ça va être quelques semaines. À long terme, j'en vois pas. Par contre, les changements à long terme, oui, il va y en avoir, premièrement, en ce qui concerne les titres de propriété. Les titres de propriété, c'est des certitudes qui sont perpétuelles. Cette emprise-là, quand vous allez céder votre terrain, il va falloir, ça va être vraiment, la certitude de TransCanada va demeurer. Et il y a aussi le fait qu'il y a des changements climatiques. Et s'il y a un déversement, là, il y a des changements dans l'environnement localement. Les références que je vous conseille, il y a le livre d'Éric Pinault, Le piège Énergie-Est, qui vient d'être publié aux éditions Éco-Société, dont on a quelques exemplaires ici sur la table. Le livre de Nikki Forak, journaliste de Toronto, qui s'est intéressé à la question des sables bitumineux chez Éco-Société. C'est un livre de 2010, mais vraiment intéressant parce qu'il c'est très fouillé, comment ils extraient le pétrole, combien ça prend d'eau, etc. pour l'extraire, et toute la problématique de l'énergie nécessaire pour extraire ce sable-là. C'est bien expliqué. Il a récidivé l'année dernière avec l'énergie des esclaves, ou sur un mode peut-être un peu plus philosophique qui fait tout un tour d'horizon de notre civilisation sur, là on est tombé dans l'ère des hydrocarbures, l'ère de l'énergie facile, et on s'en permet les belles, mais là on est en train de foutre notre climat en l'air. Normand Mousseau au bout du pétrole, Lacroix, le professeur de l'Université de Sherbrooke, l'énergie au quotidien, où il démontre un peu les quantités d'énergie pour faire rouler une voiture, etc. Et dans les sites internet, il y a les comités de vigilance sur rvhq.ca. Le site du Devoir, il faut lire les articles du Devoir, on parle souvent de l'éoduc. Et d'autres revues qui sont plus dans l'ouest du Canada. Fait que je suis prêt à répondre à vos questions. Vous avez une piste de solution si nécessaire.